Bonjour et bienvenue à l'émission Introspection où nous explorons ce qui fait un leader inspirant et authentique. Ses valeurs, ses doutes, ses succès et ses transformations profondes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Olivier Cabarrot, qui est actuellement le CEO du groupe Prunier et Caviar House et qui nous amène dans un parcours assez atypique entre le rugby, l'entrepreneuriat et le caviar. Préparez-vous à une discussion enrichissante. Bonjour Olivier Cabarrot, bienvenue à l'émission Introspection. Je suis ravie de vous accueillir ici. Merci pour votre temps, pour votre présence. Comment allez-vous? Écoutez, ça va bien, ça va bien. En ce moment, dans ce monde perturbé, dans ce monde en tremblement. Absolument. Donc ça va, tout va bien. Écoutez Olivier, on va tout de suite commencer par l'introspection qui est le titre de notre émission. Donc qui est Olivier Cabarrot? Ah ben là, vous n'y allez pas par quatre chemins, vous commencez oui, on commence directement en profondeur. Directement en profondeur. Qui je suis? C'est une bonne question. Je ne me la pose pas tout à fait comme ça, mais je suis quelqu'un d'assez simple, qui aime la compétition et qui aime gagner. Ah, pas mal. Et ça, nous partageons ça, parce que moi aussi, j'étais professionnelle de tennis. Et je sais que, parce qu'on a eu l'occasion de se voir avant, je sais que vous étiez aussi professionnel dans un sport de rugby. Alors, exactement. Je suis comme vous. La compète, ça reste la compète. C'est ça. Quand vous l'avez pratiquée, vous continuez à la pratiquer, quel que soit le moment. Donc voilà, je suis tout le temps en compétition, ce qui doit être assez usant pour mes proches. Mais j'aime jouer et j'aime gagner surtout. Et je ne joue que pour gagner. Wow, c'est intéressant. Et donc c'est mon moteur. Et aujourd'hui, alors vous vous dirigez dans un monde, est-ce qu'il y a la compétition là-dedans aussi? Alors, quels sont les différents rôles que vous portez aujourd'hui? Donc, moi, je suis le CEO d'un groupe qui s'appelle Caviar House et Prunier. Donc, un groupe d'excellence au travers de l'art de vivre à la française, mais pas que, et surtout au travers des produits d'exception que sont essentiellement le caviar et le saumon, puisque je dirige 3 sociétés. La première, c'est Prunier. Prunier, c'est 1872, c'est une marque française. C'est Prunier qui a créé la filière du caviar français. Donc là, on est producteur de caviar de ce côté-là. Ensuite, de l'autre côté, je dirige une autre marque qui s'appelle Balik, qui est un saumon d'exception qui est fumé en Suisse. Là, on est transformateur. Et au milieu, on a une marque de distribution qui s'appelle Caviar House. Voilà, et je chapeaute ces 3 entités. Sur les 3 entités, il y a à chaque fois un patron de marque qui gère l'entité. Et c'est grâce à eux d'ailleurs que je travaille. Donc, et comme je dis souvent, je ne suis pas manager. Moi, je suis dirigeant, mais par contre, je suis managé par les patrons de marque. C'est intéressant, oui, parce que du coup, vous avez plusieurs casquettes. Et donc, pour revenir à cette notion de la compétition, alors, est-ce que c'est possible de les lier, ces mondes? Est-ce que vous avez la compétition? Quand vous produisez, vous faites toute la démarche en fait En fait, nous, Prunier, c'est un producteur de caviar. Depuis 1921, caviar issu d'esturgeons sauvages au départ. Depuis 2008, c'est le caviar issu d'esturgeons d'élevage. Donc depuis 2008, vous n'avez plus le droit de manger du caviar issu d'esturgeons sauvages. Et la compétition, c'est une compétition mondiale, puisque nous sommes producteurs. Il y a à peu près dans le monde 2500 producteurs de caviar, donc au travers des esturgeons. L'esturgeon, ce qu'il faut savoir, ce qui est assez intéressant, c'est un poisson qui a 200 millions d'années. Et donc qui a traversé les âges. Il y a 27 espèces d'esturgeons et il y en a une toute petite dizaine qui font des œufs que l'on peut appeler caviar, mélangés à du sel, qui s'appelle du caviar. Voilà, donc il y a une compétition effrénée, mais cette compétition est plutôt une compétition, je dirais, light et friendly. Pourquoi je dis ça? Parce que le marché, c'est un marché où la demande est très très forte et où l'offre est sous la demande. Donc en fait, c'est un marché où on est porté par une croissance naturelle tous les ans de 10 à 15%.
Wow. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de caviar pour sustenter les consommateurs de caviar. Donc aujourd'hui, on a la chance d'être dans cet univers-là de luxe, où, oui, où il manque ce produit. Et pourquoi il manque ce produit? C'est assez simple. Pour faire du caviar, en esturgeon, on met 8 ans, 10 ans ou 20 ans. Donc en fait, aujourd'hui, les esturgeons qui sont amenés à naître ne feront du caviar que dans 8 ans, 10 ans ou 20 ans. Donc aujourd'hui, il y a une grande dynamique qui s'opère sur le marché en développant ce qu'on appelle des piscicultures, dans des immenses bassins avec des esturgeons à l'intérieur. Et la compétition est vraiment là aujourd'hui. Elle n'est plus du tout sur la partie, on va dire, vente pure. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes, mais elle est plutôt sur la construction des piscicultures et d'avoir le plus de volume de caviar et le volume d'esturgeon possible. Incroyable. Incroyable ce monde qu'on ne connaît pas comme ça. C'est super intéressant. C'est un monde qui est... Le caviar, c'est le produit le plus cher au monde, le produit alimentaire le plus cher au monde. Il n'y a rien de plus cher. Aujourd'hui, chez nous, chez Prunier, le prix commence de 2250 € le kilo, 1 kilo, à 22 000. Pourquoi? Parce qu'il y a un caviar extrêmement rare qui s'appelle l'almaz, qui est un caviar quasiment blanc, d'un esturgeon albinos blanc qui fait des œufs blancs. Wow. Et le marketing fait que, aujourd'hui, les gens aiment le blanc, les produits blancs, plutôt que les produits plutôt foncés. Wow. Donc, alors qu'il y a 20 ans, 30 ans, à l'époque de la grande époque du caviar russe ou iranien, on préférait un produit qui était plutôt très noir et très petit, issu d'une espèce, notamment le sevruga, ou le berry. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, on préfère avoir des gros grains plutôt clairs. On voyait le spectre un peu de prix qui est quand même assez incroyable. Moi, je me souviens, parce que comme je suis d'origine russe, exactement, moi, vous voyez. J'en ai mangé en tant que petite, voilà, comme ça. Ça faisait partie toujours des fêtes, évidemment. Ouais. Et ce qui est assez intéressant, je fais juste une petite digression par rapport à la Russie. La Russie et l'Iran étaient les deux plus grands producteurs de caviar au monde dans les années 80. À l'issue, il y a eu deux phénomènes majeurs. Il y a eu l'avènement de l'Iran et notamment de l'ayatollah Khomeini qui est arrivé au pouvoir. Ensuite, 10 ans plus tard, le mur de Berlin qui est tombé. Il y a eu une chasse incroyable à l'esturgeon et au caviar. Les prix ont énormément monté, la population d'esturgeon a diminué et c'est pour ça qu'en 2008, c'est devenu une espèce protégée. Donc la compétition aujourd'hui, elle se joue essentiellement sur la production, c'est le nerf de la guerre, la production. Et aujourd'hui, l'Iran et la Russie ne produisent quasiment plus de caviar. Les premiers producteurs de caviar aujourd'hui en volume, ce sont les Chinois. Du coup, on passe à vous, Allez-y. Olivier Cavaro. Du coup, comment on vient dans ce monde? Quel est votre parcours, peut-être les chapitres de vie qui vous ont marqué? En fait, moi, comme je dis toujours, j'ai fait toujours le même métier, mais dans différents secteurs. On parlait de compétition tout à l'heure. Moi, j'ai commencé par j'ai vécu à l'étranger jusqu'à l'âge de 16 ans. Je suis rentré en France. Mon père, j'étais un garçon assez turbulent, assez bouillonnant à l'intérieur. Et mon père a eu la bonne idée, en rentrant en France, de me mettre au rugby. Voilà. Donc, ça a été pour moi un catalyseur. Ça m'a canalisé. Et là, j'ai commencé à aimer ça. Et j'ai fait une carrière internationale B, pas A, mais internationale B de rugby. Ça m'a beaucoup plu. Et ensuite, j'ai fait quelque chose. Je voulais être prof de gym. Ah oui. Donc j'ai fait des études de professeur de gym. Et puis le jour où on m'a dit, on a une bonne nouvelle, tu vas être prof de gym, tu vas aller à Paris, j'ai dit, mais je ne veux jamais aller à Paris. Moi, je suis originaire du Sud-Ouest, je veux rester dans le Sud-Ouest. Donc j'ai tout fait pour ne pas partir. Et puis je me retrouve 40 ans après, ici à Paris. Et j'adore Paris, c'est la plus belle ville du monde. Et je me dis tous les jours, je ne sais pas si je pourrais habiter en province et rentrer en province pour y habiter vraiment. Donc à l'issue de ça, j'ai fait des études. Une fois que j'ai passé mes professorats de gym, j'ai dit, je vais faire tous les autres métiers que les métiers du sport. Dans les métiers du sport, que prof de gym. Donc j'ai fait une maîtrise, ensuite j'ai fait un DESS, une maîtrise. Oui. En marketing et communication. J'ai monté ma société qui était la première régie publicitaire dans le rugby.
Ok. La régie publicitaire, ça veut dire que je m'occupais dans le club où je jouais, qui était l'US Colomiers, je m'occupais de toute la signalétique, les panneaux publicitaires, le sponsor sur le maillot, tout ça. Donc avec un associé qui s'appelle Jean-Luc Sadourny, qui était lui en équipe de France, Alors Nina, je sais que vous ne connaissez pas ces noms-là, je vous rassure, c'est normal. Ok. D'abord, c'est un temps très ancien, et puis c'est un milieu qui était à l'époque assez fermé, il y avait peu de gens qui jouaient, voilà. Donc lui, il était international de rugby. On a commencé à monter une boîte ensemble de publicité. Hein. Ok. Ensuite, par le biais du rugby, parce que je jouais pas trop mal, et je me disais, tiens, moi j'aimerais bien faire autre chose que rester à Toulouse, parce que je jouais à Toulouse à l'époque, à Colomiers. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller à Paris. Oui. À Paris, j'ai travaillé 10 ans dans les médias, dans le groupe Lagardère, où je me suis occupé, j'ai commencé par m'occuper de fonctions commerciales, puis j'ai fini numéro 2 de chez MCM, une chaîne musicale. Ensuite, à l'issue de ça, je me suis dit, bon, ben, je crois que j'ai fait mon parcours, j'ai fait 10 ans. J'avais envie de remonter une boîte et j'avais envie de racheter une boîte dans le textile. Oui. Donc je me suis mis en chasse de racheter une boîte dans le textile parce que j'adorais ça, parce que j'avais déjà à l'époque, avec Jean-Luc Sadourny, on avait déjà monté une boîte qui s'appelait Sextant, qui vendait des maillots de rugby et on créait des maillots de rugby. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Et là, j'ai été chassé par un monsieur extraordinaire qui s'appelle Georges Plassa, qui a un très grand nom de la distribution et du métier. Et on s'est rencontrés et il m'a dit, bah, tiens, j'ai une petite marque qui s'appelle Liberto, qui est une marque de jeans. Je dis, mais je connais très bien, puisque Liberto, c'était mon sponsor quand je jouais au rugby. Donc il me dit, bah, ça vous intéresse de travailler? Je fais très bien. Donc je suis reparti à Toulouse. De Paris, je suis reparti à Toulouse. J'ai remonté la boîte, j'étais patron de la boîte. Ensuite, on a racheté une marque qui s'appelait Chevignon. Donc, comme vous voyez, je suis le roi des années 80, moi. Ouais, Hein. c'est sûr. Donc, j'ai Et travaillé. tellement de baskets, c'est Exactement. incroyable. Donc, ensuite, je suis passé du jean au cuir. Hein. Donc là, j'ai fait une période de 10 ans dans ces métiers-là, du textile. Puis à l'issue de ça, Georges Plassa est parti, je suis parti après lui. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis dit, je vais racheter une boîte. Donc pendant 3 ans, je me suis mis en tête de racheter une boîte. Ça a été difficile, puis au bout de 3 ans, j'avais des touches, j'avais des pistes. J'ai eu beaucoup d'échecs, j'ai fait beaucoup de propositions, ça n'a pas fonctionné. C'était pas 3 ans, c'est plutôt 2 ans. Puis la dernière année, j'ai travaillé pour un groupe qui est le groupe L'Occitane, qui était actionnaire de Pierre Hermé Paris. Ok. Donc la marque de pâtisserie avec Bien sûr, qu'on Pierre connaît. Hermé. Ah bah, du coup, pour le coup, moi, je connais Là, Pierre Hermé. Là, par contre, vous connaissez, bien entendu. Et donc là, il y avait 2 associés qui étaient les 2 fondateurs, qui étaient Charles Nati d'un côté et Pierre Hermé de l'autre. La société, à l'époque, était un peu en difficulté, en manque de vision. Donc je me suis dit, le groupe L'Occitane, Renaud Gégère m'a dit, écoute Olivier, ce qui serait bien, c'est que tu ailles voir, tu me dis ce qui se passe, et puis tu restes 2-3 mois, voilà. Je suis resté 7 ans. Ah oui. Voilà, donc au départ, je suis parti pour faire un audit, et puis finalement, ça m'a plu, je me suis bien entendu avec les 2 cofondateurs, puis je suis resté 7 ans. Et on est passé d'un résultat négatif à un résultat très positif. Et ensuite, au bout de 7 ans, j'en ai eu un peu marre de la pâtisserie, tout ça. Je voyais que j'avais pris beaucoup de kilos, donc je me disais, il faut que je trouve quelque chose de différent. Et du coup, le caviar. Et du coup, je suis dans le caviar. Non, en fait, j'avais une vision qui était assez simple, c'est que je souhaitais intégrer une filière verticale. Et je souhaitais absolument et ça c'est vraiment mon moteur, je souhaitais absolument être de la paysannerie, c'est-à-dire des champs, jusqu'à la vente en haut, avec une marque. Voilà. Et là, j'ai rencontré une société d'investissement qui s'appelle Olma. Voilà, ils m'ont présenté leur projet autour de Prunier, de Caviar House et de Balik. Et voilà, et maintenant, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi que je suis à l'intérieur. Donc, par rapport à votre question au départ, en fait, moi, je fais toujours le même métier. J'ai l'impression. Hein. Mais dans les univers complètement différents. Voilà, je donne une vision, je dirige et ensuite je laisse faire les équipes en dessous de moi et c'est elles qui font grandir et qui participent à la croissance, à la restructuration et à la croissance.
Qu'est-ce que vous pensez sont les personnes qui vous ont marqué le plus par rapport à ce parcours? Qu'est-ce qui a donné ce côté visionnaire, je regarde, je manage, l'esprit entrepreneurial? Qui sont les personnes qui vous ont inspiré peut-être aussi? Alors, je pense que indirectement, mon grand-père maternel était entrepreneur déjà. Ah oui. Voilà. Donc, dans un tout autre domaine, parce qu'il était diamantaire. Hein. Et donc, au départ, j'ai voulu travailler avec lui, puis je me suis très vite aperçu que j'avais pas assez cette fibre de luxe à l'époque et d'ultra luxe. Oui. Hein. Donc, lui, ça m'a beaucoup inspiré. Ensuite, je pense que tous les gens que j'ai rencontrés dans la publicité, Michel Cacot, des gens, Constance Binquet, qui est aujourd'hui la patronne du groupe Lagardère, qui je peux dire encore, Georges Plassat, bien entendu, une autre personne comme Jacques Vera aujourd'hui. C'est des gens qui sont tous entrepreneurs, Oui. hein, ou intrapreneurs. Hein, Oui. c'est-à-dire que c'est des gens qui dirigent des entreprises, mais même si ce n'est pas la leur, je veux dire intrinsèquement, ils la gèrent comme si c'était la leur, avec tellement de passion et tellement d'envie. Hein. Et je pense que quand on travaille, on s'identifie toujours à des gens au-dessus de nous ou à côté de nous, qui sont vraiment des moteurs en se disant moi je ne veux pas faire comme les autres, mais en tous les cas j'essaye de comprendre comment ils ont fait, pour essayer, pour m'inspirer, pour me dire, tiens, pour moi qui a un caractère pas facile, qui suis très pushy, comment je pourrais faire pour qu'à la sortie, j'arrive à entraîner des équipes avec moi, à les passionner et à avancer, parce que j'ai fait 15 ans de rugby, je ne peux pas me refaire, je travaille qu'en équipe. Oui. Hein. Même si j'étais à l'époque capitaine d'équipe, voilà, je suis toujours capitaine d'équipe, quoi. Donc intrinsèquement, c'est et toujours ce qui dans cette me motive. compétition, mais une compétition qui amène à un but, qui a une vision, une stratégie. Enfin, c'est toujours Alors, avec vous. Ouais. Alors moi, comme je dis, je suis un peu mégalo. Hein. Moi, je veux être le meilleur du monde. Dans mon métier, je veux être le meilleur et je m'inspire des plus grands et en me disant comment je fais pour être le meilleur dans mon domaine, hein, dans une toute petite échelle, mais comment je fais pour être le meilleur. C'est ça le but. J'adore. Donc du coup, parlons un petit peu, justement, vous avez mentionné les échecs, ou peut-être il y en a eu, des moments que vous peut-être regrettez ou pas, mais parlons un petit peu de cette partie un petit peu plus vulnérable, de comment vous êtes sorti de ces moments un petit peu plus difficiles. Est-ce qu'il y avait des doutes, des insécurités? Tout le temps. Tout le temps. Ah oui. Tous les jours. J'ai des doutes tous les jours. Tous les jours, en me levant ou le soir en me couchant, je me dis, tiens, est-ce que j'ai bien fait? Voilà, donc c'est un doute. Être dirigeant d'entreprise, c'est un doute permanent. Est-ce que j'ai bien managé mes équipes aujourd'hui? Est-ce que j'ai pas été trop comme ci ou trop comme ça? Est-ce que j'ai pas été extrême? Ou l'inverse, est-ce que j'ai pas assez poussé les équipes? Est-ce que c'était trop gentil? Est-ce que c'était gentil ou trop directif? Vous voyez, donc ça c'est voilà. Et je dirais pas que je pense que j'ai pas eu d'échec dans ma vie. J'ai fait des erreurs. C'est pas la même chose parce que je pense que de l'échec, je sais pas si on se relève ou pas, il y a souvent des gens qui disent tomber 7, se relever 8, mais en tous les cas, des erreurs, j'en ai fait, et beaucoup, quoi. Et heureusement que j'en ai fait beaucoup, parce que si j'en avais pas fait, en fait, je pense que je serais pas là où je suis. Et donc j'ai appris, je sais pas, je peux vous dire qu'une année dans le textile chez Chevignon, par exemple, on avait commandé énormément de cuir, de blousons, parce que on avait la certitude que ça allait marcher, tout ça, et on a pris le mur, quoi. On s'est planté. Donc voilà, voilà. Et ce qui est bien, je trouve, dans l'erreur, c'est qu'on cherche tout de suite la solution. Et on se dit, voilà, est-ce que je pense que ce que m'a appris tous ces métiers-là, que ce soit dans le textile, dans la pâtisserie, dans la publicité, dans tout ça, c'est qu'il faut, entre guillemets, dans la vie, limiter les risques, pas en prendre plusieurs à la fois, et surtout avoir des plans B, mais des plans C, des plans D, et en fait avoir toujours plusieurs plans à la fois, parce que le premier plan sur lequel vous dites « banco, ça va y aller, ça va cartonner »,
c'est jamais celui qui marche. Il faut toujours. Donc c'est bien d'avoir un plan B, un plan C, et se dire tiens, si là ça marche pas, je vais voir comment je vais arriver à avoir ce que je veux, le but, mais peut-être d'une autre façon, d'une manière détourée, voilà. Quand il y a un obstacle, si vous ne pouvez pas le casser, si vous ne pouvez pas l'escalader, peut-être c'est mieux de le contourner ou de passer dessous. Voilà. Donc c'est ce que j'appelle moi les plans A, B, C, D. Et voilà. jusqu'à Z. Et jusqu'à Z. Et souvent... Se préparer à ce qui peut arriver, avoir cette vision. Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil à ceux qui nous regardent aujourd'hui, les entrepreneurs peut-être qui commencent à peine Je pense qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut de la volonté, de la détermination, tout le temps, beaucoup s'entourer, très bien s'entourer, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Hein. Et je dirais que tout ça n'est rien si ce n'est pas construit. Si ce n'est pas construit, si ce n'est pas structuré. Vous pouvez avoir la meilleure volonté du monde, l'envie, si vous n'avez pas de structure, si en fait, voilà quoi. Donc comme je dis souvent, les meilleures écoles, c'est l'école du terrain. Oui. Et aller sur le terrain. L'expérience, elle s'apprend. Enfin, dans nos métiers, bien sûr, ce n'est pas un métier d'ingénieur. Moi, je parle d'un métier de passionnés, de retail, de gens qui font du retail, des gens qui font... voilà. J'ai travaillé dans le fitness aussi, tiens. Ah oui, vas-y donc. J'avais oublié ça. Racontez un petit peu J'ai travaillé pour le groupe, pour une entité du groupe Benetton dans le fitness en Suisse. J'ai géré des clubs de gym qui s'appelaient Silhouette. Mais je fais toujours le même métier, c'est toujours dans le retail, c'est toujours dans les... Donc c'était du prof de gym. Ouais, c'est du prof de gym au business. Au business. Voilà. Wow. Donc voilà, mais ce qui est important, je pense, de comprendre quand vous voulez vous voulez entreprendre, et on peut entreprendre partout. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez entreprendre seul, parce que vous avez envie d'avoir votre boîte, mais tout le monde entreprend dans une société. Tout le monde se dit, tiens, je suis commercial dans une société, je suis ingénieur dans une société, je crée de la valeur et donc il faut que j'entreprenne, il faut que je sorte un peu des sentiers battus. Et je pense que la différence qui se fait, c'est de regarder ce que font les autres et de se dire, je vais faire différemment et en faisant différent, je vais être le meilleur. Ouais. Ah, j'ai bien entendu le meilleur, la compétition, j'ai bien entendu l'esprit entrepreneurial, j'ai bien entendu la volonté de persévérer, d'avoir les plans B et de C et D. Magnifique, ouais. Extraordinaire. Et à la sortie, pas travailler seul. On ne peut pas travailler seul. C'est ça. Et ça, il faut travailler en équipe parce que tout seul, vous arrivez à quelque chose d'abouti, très certainement. Mais quand vous êtes plusieurs, je pense que vous allez d'abord beaucoup plus loin et beaucoup plus longtemps. Hein. Ouais. Et moi, je dis toujours, et c'est un conseil que je donnerais à des jeunes, par exemple, je fais très peu d'interviews dans les magazines économiques, tout ça. Par contre, je fais beaucoup d'interviews dans les universités, dans les... Ce que je dis toujours, projetez-vous à 10 ans. Voyez-vous dans 10 ans. Et vous vous dites, tiens, moi, demain, je vais être à telle position, j'ai envie de faire tel métier, je veux créer telle valeur, je veux, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'ai envie d'acheter une forêt. Dans 10 ans, je vais acheter une forêt. Donc quand vous vous projetez dans 10 ans, en disant dans 10 ans, je vais être propriétaire d'une forêt, ben vous construisez ce chemin pour arriver dans 10 ans à être propriétaire de la forêt. Ouais. En fait, construire du futur, c'est-à-dire... toujours voir le futur. C'est le reverse engineering. Exactement, exactement. Aujourd'hui, moi j'ai 59 ans, je me projette à 10-15 ans. Et quand j'en parle autour de moi, je dis, mais tu ne travailleras plus. Je fais, bah si, pourquoi ? Oui, si, pourquoi ? Alors, c'est quoi le prochain chapitre d'Olivier Cabarrot, justement ? C'est quoi cette projection dans le futur ? C'est une bonne question. Je ne l'ai pas trouvé encore, mais je le cherche. Voilà, je suis très heureux là où je suis. Ouais. Hein, et puis, c'est un temps qui me va bien, puisque, comme je disais tout à l'heure, l'Esturgeon fait des œufs 8 ans, 10 ans ou 20 ans. J'ai lancé, il y a 1 an et demi, la filière Beluga en France, qui n'existait pas. Donc, on va faire du caviar Beluga en France. Hein, et j'ai créé vraiment la filière.
avec Laurent Sabot, qui est le patron de la pisciculture, qui lui a créé la pisciculture avec Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, puisque la marque Prunier a appartenu à Pierre Berger et Yves Saint-Laurent. Et donc, lui, ça fait 40 ans, 45 ans qu'il fait de l'esturgeon. Hein, et je lui dis, tu sais quoi, c'est quoi ton rêve? Il m'a dit, j'aimerais qu'on fasse du beluga. Je lui dis, tu sais quoi, on va le faire. On va le faire. Et c'était jamais fait avant, enfin, jamais. C'est quelque chose jamais. de très Et donc unique. Voilà. Et donc coup, là, la prochaine, c'est de voir les belugas arriver à maturité et d'avoir des œufs de beluga. Wow, voilà. Magnifique. 12-15 ans. 12-15 ans, je serai encore là. C'est ça. Et après, on verra les après, on verra. Alors, j'aime bien poser une question à la fin qui est si, donc maintenant on a vu les chapitres différents d'Olivier Cabarrot, si votre vie avait un titre comme un livre, qu'est-ce que ça pourrait être? On réfléchit. Ah, c'est... Imagine. Ah, Imagine, ouais. Voilà. Imagine le futur. Voilà. L'imagination. Je suis fasciné par la propension du cerveau humain à trouver des solutions quand on est face à quelque chose d'insoluble. Hein, et l'imagination est quelque chose pour moi d'exceptionnel. Imagine. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté. Olivier Cabarrot avec nous pour Introspection. Merci Nina, merci beaucoup. Et à très bientôt. À bientôt.